Ok. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Déjà, premièrement, désolé du retard. On a eu quelques soucis de connexion, mais ça c'est le direct, donc c'est pas la première fois et je pense que ce sera pas la dernière malheureusement. Merci en tout cas de nous suivre. Alors aujourd'hui, on est en compagnie de plusieurs acteurs du basket là, donc des joueurs, des coachs, des préparateurs mentaux, des préparateurs physiques. Voilà. Et on va donc échanger sur comment se perfectionner durant la période d'intersaison. Voilà. Donc je me présente, Florent Serafini, nommé récemment CTF en Creuse. Voilà, donc j'aurai à la charge du comité, enfin CTF comité Creuse. Et puis j'ai été sur les jeunes essentiellement. Voilà, donc je vais laisser tout d'abord Christophe se présenter. Et puis après on fera Andrew, Lana, Clément et Mep. Bonjour, Christophe Denis, entraîneur de basket, manager général de l'USM Malakoff en banlieue parisienne. Au préalable, responsable de deux centres de formation, celui du Paris Basket Racing Paris-Levallois. J'ai commencé du côté de l'Olympique d'Antibes. J'ai été assistant coach, head coach aussi de plusieurs équipes. Et puis une petite expérience aussi auprès de l'équipe de France à Prime pendant 3 saisons avec Pascal Donadieu et Laurent Forest. Et puis voilà. Et puis je suis très heureux d'être avec vous. Ça, c'est le plus important. Nickel. Andrew, je te laisse te présenter. Alors salut tout le monde, Andrew Albici, joueur de basket. J'étais au Zénith Saint-Pétersbourg cette année, sans club pour l'instant. Et voilà, j'étais en équipe de France l'été dernier. J'espère l'été prochain. Et voilà. Lana. Bonjour à tous, moi c'est Lana, donc je suis sophrologue et coach mental. Je suis aussi joueuse de basket. J'ai commencé dans le sud de la France, N2, N3. Je coache pas du tout par contre. Et puis là cette année, je m'occupais du pôle au niveau des jeunes sur Besançon, le pôle Bourgogne-Franche-Comté. Donc je m'occupais de tout ce qui était préparation mentale avant match, après match, entraînement, voilà. Clem. Bonjour à tous, Clément Sallet. Je suis préparateur physique sur la ville de Lyon. J'interviens essentiellement sur le centre de formation du FC Lyon Asvel Féminin et avec la Nationale 3 de l'Accro Lyon. J'ai été aussi entraîneur de basket et j'interviens essentiellement en tant qu'entraîneur sur les camps d'été. Et toi, Mep. Bonjour à tous, donc moi c'est Marie-Ève Paget, donc je suis joueuse de basket professionnelle à Basketland. Je suis meneuse de jeu. Je suis passée par les clubs de Nice, Angers, Charleville et je suis arrivée donc dans l'élan de l'année dernière et je suis encore sous contrat l'année prochaine. Nickel, merci à tous d'avoir accepté l'invitation. On salue également Kevin qui est à la manœuvre là pour nous permettre d'être en direct avec vous. Première question, Marie-Ève, t'est adressée par Emmanuel. Il dit bonjour Marie-Ève, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien, merci. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Au moins on commence le live avec le sourire. Première question, alors quels éléments prenez-vous en compte pour vous préparer au mieux pendant l'été et quels éléments vous donnez à vos athlètes pour se perfectionner pendant l'été? Donc la première question est adressée à Mep et Andrew et la deuxième question est adressée plutôt vers Clément, Lana et Christophe. Mep, on commence avec toi, donc quels éléments tu prends en compte pour préparer au mieux ton été? Déjà l'été il est bientôt fini parce que nous personnellement on reprend le 3 août. Donc là avec Basketland on a fait 3 semaines d'entraînement individuel. Donc c'était plus un retour à l'entraînement, réhabituer son corps à s'entraîner tous les jours, à retrouver des sensations basket parce moi personnellement j'ai beau m'entraîner pendant le confinement, tout ça, c'est vrai que les exercices de basket, s'arrêter, repartir, tous ces changements de rythme, c'est des choses que j'ai eu du mal à travailler de manière seule. Donc qu'est-ce que j'ai préparé au mieux? C'est surtout je me suis pas arrêtée. J'ai continué à m'entraîner, j'ai testé d'autres choses comme le yoga, tout ça. Et maintenant, je m'estime être prête pour reprendre l'entraînement. Et aussi, j'ai fait beaucoup d'imagerie mentale pour travailler le shoot, vu qu'on était confinés. Je me suis imaginé shooter dans ma tête. Et franchement, je dois dire que quand je suis retournée sur le terrain, ça m'a quand même beaucoup aidé. J'ai pas été si maladroite que ça. C'est top. Andrew? Alors moi, en général, tous les étés, je travaille avec Joseph Gomis, qui est un ancien joueur de basket, qui est devenu coach préparateur personnel depuis peut-être 4-5 ans maintenant.
Et maintenant, il est assistant coach avec l'Asvel. Il travaille avec eux aussi. Et donc, je travaille souvent l'été avec lui, et puis avec Martin Gallero aussi, qui travaille avec l'Asvel maintenant, dans la préparation physique. Donc, cette année, j'ai eu la chance, ou pas, je sais pas, ça dépend pour qui, de rien faire pendant 3 mois. Parce que j'en avais besoin après la grosse saison que j'ai faite. Donc, j'ai vraiment rien fait, et là, j'ai repris début juillet, j'ai repris. Donc, voilà, je reprends des sensations, ça va très bien, je me sens très bien, et puis voilà. J'ai plus aucune douleur dans mon corps, donc ça c'est un truc ça faisait très longtemps que ça s'est pas arrivé. Et donc voilà, donc je me prépare tranquillement. Et pour l'instant, moi je n'ai pas de date pour de reprise, donc pour l'instant je peux m'entraîner autant que je veux à fond. Et puis voilà, donc je me prépare tranquillement à Antibes, tranquillement sous le soleil en profitant de l'été en même temps. Donc ouais, je prends le travail et puis le plaisir aussi en même temps. Je trouve que c'est cool. important. Ouais. C'est clair, ça c'est clair. Lana, toi, comment est-ce que tu prépares tes étés? Moi après c'est plus la prépa mentale au niveau des jeunes que j'ai à gérer à la rentrée. L'été c'est compliqué parce que je les vois pas, donc c'est très rare que je les garde en contact à part ceux qui me demandent d'avoir un contact comme ça en visio de temps en temps. Après c'est plus à la reprise, c'est très très difficile pour les premières années souvent qui rentrent au pôle parce qu'ils sont fatigués, ils ont pas l'habitude, ils ont jamais vécu ça de s'entraîner tous les jours prépa physique. On est dans des générations aussi qui sont très couvées avec papa, maman, donc les séparations sont encore plus compliquées, plus dormir à la maison, les habitudes, les repères. Donc en fait, petit à petit, je me rends compte que niveau basket, j'ai moins de travail à faire. C'est plus les à côté, le familial, et puis les nouveaux repères à prendre, quoi. Après, au niveau basket, eh ben, on leur apprend à gérer surtout le stress, parce que la plupart, quand ils rentrent au pôle, ils n'ont pas d'expérience avant, où ils ont une intensité pareille. Pour eux, c'est une pression. Ça y est, ils jouent en championnat de France. Quand ils sont jeunes, c'est un truc de fou. C'est les premières expériences, tout ça. Donc, faut gérer ça aussi. Leur apprendre à gérer leurs émotions, à pas stresser avant les matchs. Pareil, à s'entraîner aussi correctement, à se mettre dans des bonnes conditions, à se concentrer. Donc c'est vrai que c'est dur chez les jeunes parce qu'il faut arriver à canaliser toutes leurs énergies, qu'elles soient négatives, positives. Mais c'est aussi des très très bons échanges et des liens qui se créent qui sont vraiment très sympas. Donc voilà. Toi, Clem, comment tu gères? Ça dépend comment la saison s'est passée. Et on essaye surtout pendant l'été d'individualiser un peu plus par rapport aux besoins, à comment la saison s'est passée, s'il y a eu des bobos, les choses comme ça. Et après, forcément, aussi en centre de formation, on est un peu tributaire de quand les familles organisent aussi les vacances. Donc, on leur donne une trame collective et après, c'est à nous de réguler avec les joueurs et les joueuses pour trouver une autre organisation. Ok. Et toi, Christophe? Moi, en tant que coach, là, cette année, c'est quand même très très particulier. J'essaye systématiquement de garder un peu ce que je fais depuis des années et puis de l'améliorer au fur et à mesure, au fil des saisons. La chose qui est très importante déjà, c'est de planifier cette fameuse période de break avant le début de la pré-saison. Et ce qui est très compliqué au travers des expériences que j'ai eues, c'est que certains joueurs peuvent avoir entre 6 et 12 semaines de break. Il y a ceux qui font partie des équipes qui sont pas qualifiées pour les playoffs et qui n'ont pas de phase finale à jouer et qui en général arrêtent mi-mai et qui reprennent très souvent à la mi-août ou 3e semaine d'août. Je parle pas de cette année, hein, c'est particulier cette année. Et puis il y a ceux qui, tu vois, Andrew, on parlait de Paul tout à l'heure avec Monaco, qui systématiquement et avec Strasbourg finissent le championnat quasiment 3e semaine de juin. Et qui reprennent 6 semaines après. Donc en fait, en fonction du temps de break, la planification de cette période-là est très très importante. Et j'essaye effectivement les éléments, pour répondre à ta question, les éléments à prendre en compte, c'est tout simplement déjà être capable de faire une photo du présent. C'est-à-dire,
de quoi le joueur a-t-il le plus besoin au regard de ce qu'il a vécu pendant la saison? Est-ce qu'il a été blessé, pas blessé? Est-ce que sur le paramètre physique, par exemple, il y a un focus à faire plus important sur le cardio que sur la musculation, sur l'explosivité, sur la vélocité, la fréquence, peut-être un peu de travail de souplesse, etc. Voilà, en fait, c'est d'abord pour pouvoir individualiser justement le travail à mettre en œuvre, il faut avoir une bonne idée de ce dont le joueur il a le plus besoin finalement. Et puis après, effectivement, planifier dans le temps. Hein, voilà. Mais je crois qu'on en parlera un peu plus tard, il me semble. Alors, on va démarrer directement avec les questions internautes. Marie-Ève, il y a une question qui t'est posée par Emmanuel concernant ta reprise. Est-ce qu'il y a déjà des matchs amicaux de préparés, de prévus? Nous, on va partir donc sur un bloc donc le 3 août et a priori le championnat devrait reprendre le 26 septembre, sachant que nous on a les tours qualificatifs Euroleague, donc on avancerait de 3 jours avant. Et il y a des matchs amicaux prévus. Il y a une reprise qui est plus longue que d'habitude en vue de compenser le nombre de mois qu'on a passé sans jouer. Voilà. Mais je n'ai pas le programme. Donc Emmanuel, il faudra que tu attendes un peu pour plus d'informations. On a une seconde question qui est posée par David. Donc David, on te passe le bonjour. Donc la question est adressée à Andrew, essentiellement. Était-il plus difficile de s'entretenir pendant l'été lorsque l'on n'a pas de club pour la saison prochaine, ou bien tu ne changes rien, ou au contraire, ta préparation est dure pour être au top lorsqu'un club fera appel à toi? Je ne change rien. J'ai toujours une ligne de conduite pendant l'été où je me laisse à peu près un mois de repos où voilà, je pars en vacances, je fais tout ce que j'ai à faire, profiter un peu de la vie et après je me mets au travail pendant un bon mois avant la reprise. Donc physiquement, basket aussi, me perfectionner ou surtout m'entretenir aussi parce que maintenant je deviens vieux et puis après voilà, être prêt pour la saison. Parce que dans tous les cas, même si on se prépare très bien, la pré-saison en club fait toujours mal. Donc c'est juste qu'il faut que ça évite que ça fasse trop mal. Bon, voilà. Ok, Lana, tu as Régis Mérard qui te passe le bonjour. Ah oui, salut Régis. Voilà. Voilà. On va passer à nos questions à nous et puis on reviendra après avec le fil Facebook qui marche plutôt bien. À votre avis, quels facteurs sont indispensables dans la conquête de la performance? Christophe? Tous les facteurs que l'on a déjà nommés. Quand on parle de performance, c'est qu'on a la volonté d'être le meilleur ou la meilleure équipe ou au top de sa forme dans le rôle que le coach a bien voulu vous donner aux joueurs. Donc il y a aucun facteur de performance à négliger. Il faut être au top physiquement, évidemment au top techniquement, tactiquement. Il me semble que c'est Lana qui parlait des facteurs environnementaux, que ce soit chez les jeunes ou des joueurs un peu plus âgés dans le monde professionnel. Les facteurs environnementaux, on en a un peu parlé sur un précédent live, ils sont très importants à gérer parce que ce sont des choses, si on les gère pas, qui peuvent à un moment donné interférer sur le niveau de performance. Donc tous les facteurs sont très importants. La préparation mentale, évidemment. Je suis très heureux qu'on puisse en parler avec des gens compétents aujourd'hui, parce que je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui prend une place de plus en plus importante quand on parle de performance. Ok, mais Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit en fait. Pour moi, la performance, c'est un ensemble de facteurs qui soient physiques, mental, environnemental aussi. Je pense que la performance, plus elle est forte, plus la performance est forte, parce que tous les facteurs justement sont optimisés. Donc, je vais pas compléter ce qui vient d'être dit, quoi. Pour moi, c'est tout ça, quoi. Lana, toi, tu as quelque chose à ajouter à ce que Christophe et Mep ont dit? Non, c'est complet. Je pense que c'est un tout, que ce soit le corps, la tête, voilà, c'est vraiment tout qui joue parce que si l'un ou l'autre ne va pas, forcément, on peut pas être au top de nos performances. Donc, non, il a bien résumé tout ça. Clem, toi, tu as quelque chose à ajouter? Non, je suis d'accord aussi. Et toi, Andrew?
pareil. C'est parfait, Christophe, t'as tout dit, du coup, c'est nickel. Ouais, mais j'aurais aimé que quelqu'un puisse expliquer comment aligner justement tous ces facteurs-là. Comment sur une période de 10 semaines, admettons 8, j'en sais rien, comment on pourrait, comment eux ils font pour travailler sur le mental en même temps que le physique. Est-ce qu'il y a des choses, dans quel ordre il faut prendre les choses, etc. Ça, moi, ça m'intéresse. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'ordre, vraiment. C'est selon tes besoins. Après, comme j'ai dit, le côté mental, le travail mental, c'est un truc qu'on aura toujours besoin. Même si on pense qu'on est fort mentalement, je pense qu'il y a toujours des choses à améliorer sur son côté mental. Et après, par contre, physiquement, ça dépend de tes qualités, tes capacités aussi. Soit tu les améliores, soit tu entretiens le truc. Et après, basket, technique, tout ça, c'est plus aussi selon les besoins de la personne et puis surtout ce que tu sens que tu as besoin par rapport à ton jeu, ce que tu fais sur le terrain. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Mais après, j'ai toujours dit, un mec qui a un gros mental et qui a des capacités un peu moins fortes peut être beaucoup plus fort qu'un mec qui a des qualités incroyables et pas de mental, quoi. Donc le côté mental est super super important. Et tous les grands joueurs ont tous un caractère de merde, mais un mental incroyable. Donc voilà. Lana, Clem, Meb, quelque chose à ajouter à Andrew? Ouais, moi je pense que la difficulté enfin, que moi je rencontre en tout cas là, au niveau du basket, c'est que on travaille pas assez justement en lien avec le préparateur physique. C'est-à-dire que c'est un travail qui est à faire déjà individuellement, donc ça demande beaucoup de temps. Comme les joueurs sont déjà très pris au niveau du temps, moi en plus là je suis avec des étudiants, donc entre les cours, l'entraînement, il faut Je suis rajouter désolé des de heures à t'occuper, côté. mais on a du temps Ouais. pour tout, hein. C'est pas vrai, on a du temps. Si on Ouais, veut non, mais travailler, on toi, a là, t'es toujours en du temps. professionnel. Moi, je travaille avec des ados, tu vois, qui sont jamais partis de chez eux, qui, au bout de 2 mois, les premières années, ils sont sur les rotules, tu vois. Moi, je les perds en route au mois d'octobre, ils en peuvent plus, tu sais, ils ont 15 ans, 14 ans. C'est une Ouais, nouvelle je comprends. génération, je trouve qu'ils sont moins costauds qu'avant. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais ils sont moins résistants à la fatigue, ils sont plus faibles mentalement. Je pense qu'il y a aussi la façon dont on est éduqué, tout ça, mais je trouve qu'ils sont un peu plus chochottes, entre guillemets. Donc c'est un peu plus compliqué. Et je pense qu'on devrait travailler plus en relation avec aussi le préparateur physique pour vraiment individualiser le truc et voir sur quoi on peut plus s'appuyer et vraiment travailler les deux en même temps. Là, je trouve qu'il y a un trop gros décalage et qu'on pourrait gagner du temps et de l'efficacité en travaillant ensemble. D'autant plus que du temps, on en a quand même beaucoup parce que là, on est bien sur une période très particulière de la saison et puis c'est un moment très très important justement quand on parle de performance là l'intersaison. Et pendant l'intersaison, il n'y a plus l'école parce qu'on parle des jeunes là hein, et des jeunes potentiels. Hein, ça peut être des jeunes internationaux ou les jeunes qui sont en pôle parce que ça fait partie de la Ouais. filière d'accès au haut niveau. Ouais, du temps il y en a, mais justement moi je trouve ça très intéressant ce que tu es en train de dire, c'est que il y a tout un staff qui doit à un moment donné se mettre autour de la table, travailler sur un projet, mettre l'individu au centre des préoccupations de tous, et puis proposer quelque chose derrière, et puis travailler sur des training camps, sur bref, mais C'est ça s'il y a que bien une l'été, période qui est il n'y a rien, quoi. Parce qu'à l'été, là, il n'y a ouais, rien qui est mis en place pour nous. C'est-à-dire que moi, là, et même pour moi, c'est frustrant parce que je suis les gosses pendant toute l'année. Et puis là, pendant 2 mois, on me coupe de tout le monde, en fait. Je n'ai pas contact avec eux. Si je veux garder contact avec eux, c'est moi de mon côté et je me débrouille. Et je pense que ça serait bien qu'il y ait un lien qui continue pendant cette période-là parce que c'est super important. Parce que tout le travail qu'on fait en amont, pendant l'été, on en perd une partie, hein. Ils reviennent à la voilà. rentrée Hein. pour commencer certaines choses, quoi. Moi, je reste persuadé que sur juillet-août, hein, on va parler que de ces 2 mois-là. Sur les 2 mois d'été, je suis sans être trop ambitieux là. Je parie que on peut faire la même quantité de travail que sur les 10 mois de l'année. À Même raison de plus, deux ouais. entraînements, ouais, même plus, à raison de 2 entraînements d'1 heure et demie par semaine. Donc cette période-là, quand on parle de développement des qualités du joueur, du perfectionnement, cette période, c'est un moment qui est mais très 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 importante. Mhm.
Tout à l'heure, Meb, tu parlais de yoga, que tu as fait pendant le confinement. Pendant la période d'été, est-ce que tu effectues de la préparation mentale? Et si oui, quel exercice tu effectues? Ben, alors, ce serait mentir de dire que je fais de la préparation mentale parce que moi, généralement, en fait, les étés, ils sont bien occupés avec les équipes de France. Donc, moi, plus l'intersaison, elle est plus placée sous me reposer pour enchaîner les 2 saisons. Moi, c'est surtout ça. Mais du coup, là, cette année, c'est un peu spécial. Et du coup, effectivement, la préparation mentale fait partie de mon entraînement. Parce que, alors là, un peu moins, évidemment. Mais pendant le confinement, notamment, c'était vraiment quelque chose qui était incorporé dans mes entraînements quotidiens. Et là, je vais tester parce qu'en fait, j'ai surtout fait de l'imagerie mentale en faisant du shoot. Mais je pense qu'on peut faire de l'imagerie mentale sur plein de choses. Et comme là, entre guillemets, je fais pas forcément d'opposition, je vais essayer d'incorporer, j'essaie de faire des entraînements d'imagerie mentale en faisant donc de la défense, en imitant des 1 contre 1, ou aussi, moi, en tant que meneuse de jeu, me remémorer un système, voilà, essayer de trouver des réponses tactiques, des choses qu'en fait, j'ai jamais eu à faire parce que chaque été, j'avais des équipes de France, des machins qui me faisaient donc garder le rythme. Et là, c'est vrai que c'est des choses nouvelles que je tente et que j'essaie d'incorporer, mais c'est pas toujours facile parce que tout simplement, c'est nouveau. Et je trouve que c'est plus facile quand il n'y a pas beaucoup d'informations comme le shoot que quand il y en a plein. Quand on imagine ne serait-ce que 5 joueurs contre 5 joueurs ou même du 1 contre 1, c'est super compliqué parce qu'il y a plein d'infos à mettre en place et je trouve qu'il faut quand même un certain niveau d'imagerie mentale pour pouvoir faire ce genre d'exercice et que c'est pas toujours donné à tout le monde et c'est peut-être aussi bien de le faire avec un préparateur mental justement parce qu'il est là pour nous guider et nous aiguiller. Et c'est vrai que des fois, le faire seul, je sais pas si c'est bien efficace ce que je fais ou s'il y a des choses que j'oublie. Enfin voilà un peu. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai incorporé cet été et que je faisais pas avant. En parlant de l'imagerie mentale, toi, Lana, quels exercices tu préconises? Ouais, nous on fait ça, on fait c'est de la projection, moi j'appelle ça. C'est vraiment se voir dans l'acte physique en lui-même, comme elle fait Marie-Ève. Ça c'est très bien, et même si tu penses que tu le fais pas correctement, déjà de le faire et d'y arriver sur des petites actions, des petits moments, c'est déjà super important. Après, ça, c'est quelque chose qui demande de l'entraînement et qui est quand même assez fatigant. Je sais pas toi comment tu le vis, mais ça demande énormément d'énergie. Et après, pour répondre aussi à ce que tu disais sur le fait que le mois que tu prends pour te reposer, du coup, tu le fais pas. Il y a plein de méthodes que les gens ne connaissent pas. D'ailleurs, la sophro, moi, je veux le développer dans le sport de haut niveau parce que c'est pas du tout connu. Et en fait, c'est justement des méthodes où tu es au repos, où tu peux te détendre, te relaxer, tout en te préparant mentalement. Et tu ne perds pas ton temps pendant un mois en te disant voilà, je fais rien parce que c'est des vacances, il faut que je me repose. Il y a des tas de méthodes qui sont tout à fait adaptées pour pallier les deux, justement, pour être reposé, mais en même temps continuer à travailler sur son mental. Donc c'est vrai que ça, moi, j'aimerais vraiment pouvoir le développer parce que je pense que ça pourrait vraiment aider les joueurs à plus haut niveau à pouvoir pallier les deux choses, quoi. Toi, Clem, tu te prépares également mentalement quand tu commences tes saisons? Avec des livres, ouais, avec des bouquins, j'essaie de piocher un petit peu sur ça, que ce soit de biographie d'athlètes, des livres spécifiques sur la prépa physique, même sur la prépa mentale un petit peu. Mais après, ouais, il y a énormément de choses à gérer en préparation physique que endosser les 2 casquettes, ce serait, je pense, un peu trop. Et aussi, c'est plus transparent d'avoir une seule casquette et de définir avec les joueurs ou les joueuses vraiment qui tu es. Parce que si tu commences à avoir que le contenu en préparation physique et après en préparation mentale, il y aura peut-être quelques conflits d'intérêts à mettre en place ce fonctionnement-là. Et je pense qu'avoir une personne uniquement sur la préparation mentale, ça peut être une ressource importante à quelconque niveau que ce soit. Ok. Toi, Andrew, comment est-ce que tu travailles avec un préparateur mental ou est-ce que tu le fais toi-même ou est-ce que tu n'es pas du tout là-dedans? Alors, j'ai travaillé avec un préparateur mental il y a quelques années et j'utilise entre guillemets les outils qu'il m'avait donnés et je les refais à chaque fois. Et par exemple, elle a parlé de projection. C'est ce que je fais, on va dire, tout le temps. Avant un match, quand match. Et voilà, c'est des choses que je fais assez régulièrement et c'est devenu une habitude que je prends même pas conscience des trucs. Je m'aperçois après que j'ai pensé à ça et peut-être au match j'ai réussi à le faire. Donc voilà.
Et toi, Christophe, parce qu'on parle souvent de la préparation mentale chez les joueurs, mais est-ce que chez les coachs également, on l'effectue? Ils en ont Oui, besoin, les oui, parce coachs. que ouais, nous, on est des névrosés, nous, hein, schizophrènes, névrosés, complètement paranoïaques. Ouais, ouais, non, non, évidemment. Je lisais un article très intéressant d'Obradovic qui parlait, parce que lui, il a été grand joueur, Sacha Obradovic, meneur de jeu de l'équipe yougoslave à l'époque. Bon, bref. Et un article très intéressant, justement, parce que la chose la plus difficile pour un coach, c'est la prise de décision. Euh, la prise de décision, ce sont pas des décisions uniquement pendant les matchs, hein, sur un temps mort, un changement de joueur, un système appelé ou non, bref. C'est là pendant la période de recrutement aussi, on a des choix à faire sur les joueurs qu'on va chercher, la relation qu'on peut avoir avec notre meneur de jeu aussi. Ben, Andrew, on a partagé quelques moments ensemble pendant plusieurs saisons, donc c'est très important. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que puisque j'ai eu le temps de réfléchir depuis quand même, en vieillissant, il y a des erreurs que j'ai faites et j'essaierai de m'y prendre autrement aujourd'hui. Donc, et ces erreurs-là, pour pas les commettre à nouveau, il y a tout un travail à mettre en place, un travail sur soi déjà. Toujours pareil, hein, apprendre à contrôler ses émotions, essayer le plus possible de dégager des ondes positives, travailler sur le body language, etc. Bref, non, non, il y a énormément de choses à faire. Mais je crois que le plus important, quand même, malgré tout, pour qu'on ait toujours un peu d'essence dans le moteur, c'est de garder la passion de ce que l'on aime faire, c'est-à-dire de manager un groupe, voilà, de le façonner. On parlait de prise de décision tout à l'heure. Aujourd'hui, on est en pleine période de recrutement là. On constitue nos équipes pour la prochaine saison. Et un coach, finalement, il doit savoir ce dont son équipe est capable de faire au mieux. Et ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est la chose la plus difficile, c'est justement d'amener son équipe à faire ce qu'elle est capable de faire. Ça, c'est très dur. Donc, si le coach il est pas bon, ça peut pas marcher. Ok. On repasse sur les questions auditeurs, à la fin Facebook. Marie-Ève, donc Emmanuel te pose également une question sur, sachant que tu joues en basket à 5 et en basket 3-3, pour toi, quel est le plus fort, le plus glorifiant si tu gagnes un trophée dans ces deux disciplines? J'ai pas compris la question. Ouais, je vais essayer de la remodeler un petit peu. Sachant que tu joues en basket à 5 et en 3 contre 3, pour toi, quel est le plus fort en émotion, je pense qu'il veut dire, le plus glorifiant si tu gagnes un trophée dans les deux disciplines? Ah bah, il y a pas de meilleur temps. Enfin, gagner un titre, ça procure des émotions, que ce soit en 5-5 ou en 3-3, bah, qui sont inégalables. Et enfin, il n'y a pas de choix à faire. C'est simplement gagner un titre tout court. En fait, c'est bien, quoi. Donc, que ce soit en 3-3 ou en 5-5, c'est exactement la même sensation. Peut-être, on va dire en 3-3, on a la sensation d'avoir plus participé au titre parce que forcément on est moins. Mais, voilà, c'est la seule nuance que je ferais sur ces deux disciplines, enfin, sur ces deux choses. Lana, toi, il y a une question pour toi là de David. Y a-t-il une communication entre le préparateur physique et mental par rapport aux joueurs ou pas du tout? Bah, il y en a, mais ça reste très restreint. Euh, En plus, on choisit pas forcément avec qui on travaille, donc c'est pareil. Moi, je suis sophrologue, comme c'est pas connu, des fois, ça peut faire un peu rire. Donc, autant quand on tombe avec une personne qui comprend tout à fait la démarche et tout, ça peut très bien se passer, se coordonner, et puis bah du coup, le travail individuel sur le joueur est topissime parce qu'on peut vraiment faire dans le détail. Maintenant, quand la personne en face comprend pas forcément, il y en a qui sont très terre à terre et pour qui le mental ne joue pas du tout. Ils sont à fond dans le physique et tout. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce que du coup, ben, on va échanger sur l'état de forme. Voilà, ça va m'aider à me dire, bon, bah là, il est fatigué en ce moment, machin. Mais on rentre pas vraiment dans le spécifique au niveau des échanges. Donc, c'est là où c'est compliqué. C'est que le luxe serait de pouvoir choisir en plus avec qui on travaille. Mais bon, on n'en est pas encore là parce que pour l'instant, c'est très très peu développé. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans et créer des binômes comme ça sur des équipes, je pense que ça peut vraiment vraiment apporter des choses.
Toi, Glenn, tu as quelque chose à ajouter vis-à-vis de la réponse de Lana? Non, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Ok. Andrew, il y a une question pour toi de 2020. Bonjour à tous. Est-ce que faire sa prépa dans une région plus ou moins chaude a des avantages ou des inconvénients sur l'organisme? Andrew, pas trop chaud à Foch? Non, franchement, ça va, hein, ça va. Et puis ça fait du bien de transpirer beaucoup. Tu perds beaucoup plus vite. Mais non, en vrai, ça dépend de ta quantité de travail, de la manière que tu travailles, qui va vraiment aider par rapport à ta reprise, tout simplement. Après, où que tu sois, ça change rien. Tu préfères être au chaud ou plutôt au froid? Ah bah là, moi, je suis très bien à Cannes, hein. Vraiment, c'est plutôt pas mal comme environnement de travail. À Plutôt pas Antibes, mal. à Cannes, il n'y a rien. Je suis locataire Oui, oui, à oui. Cannes. Il n'y a rien à Cannes, il n'y a pas de basket, il n'y a rien. La température, elle monte un peu plus à Foch le soir à 19h quand les anciens viennent jouer. Oh, C'est le seul moment, purée. c'est le seul moment de la journée où il fait chaud. Et, et toi-même, tu préfères être au chaud ou au froid quand tu fais ta prépa? Ça n'a jamais eu trop d'impact quand je faisais ma prépa, que ce soit au chaud ou au frais, pardon. Par contre, moi, je me souviens que l'année dernière, j'avais fait un tournoi de 3-3 du coup en plein soleil à Poitiers, où il tapait, il faisait, je sais pas, le ressenti devait être de 36-37 degrés. Il était 14 heures. Là, franchement, j'ai souffert. C'est la première fois que que j'ai souffert autant de la chaleur. Mais après, de manière générale, non, j'arrive à bien gérer les deux. Et je pense que si on fait un gros effort au soleil, c'est quand même plus fatigant que quand on le fait au frais, quoi. Clem, toi, en tant que préparateur physique, est-ce que tu penses qu'il y a une réelle différence entre le chaud et le froid? Et si oui, laquelle est la plus abordable pour l'athlète? Ben, en général, les conseils qu'on donne sur la période estivale, c'est surtout éviter de s'entraîner dans les ambiances très chaudes. Donc en pleine journée, à 14 heures, généralement après-midi, tout de suite après-midi, on déconseille de s'entraîner à ces heures-là. Donc on conseille plutôt soit le matin quand il fait plus frais, soit le soir plutôt. Donc en début de soirée, fin d'après-midi, là où c'est plus ombragé, il y a moins de soleil et les ambiances sont peut-être moins chaudes aussi. Donc, c'est les conseils qu'on donne dans la gestion de tout ça. Ok, et toi, Lana, quand tu jouais, est-ce que tu préférais également t'entraîner plutôt au chaud, plutôt au frais? Bah, moi, j'ai tout essayé et je crois qu'il n'y a rien qui me plaît, hein. Non, en fait, j'ai déjà fait, on m'avait dit, ouais, va bosser en montagne, tu vas voir, ça va être facile quand tu vas redescendre. Franchement, j'ai cru que j'allais mourir. Je pouvais plus respirer. Après, quand j'étais dans le sud, je faisais ça plutôt le matin. Bah, Andrew, il connaît, du coup, le matin, parce que même le soir, il fait encore trop chaud. Mais ouais, je pense que faut trouver un moment où il fait quand même assez bon pour pas ni crever de chaud, ni plus pouvoir respirer à 2000 mètres d'altitude. Mais bon, ça m'aura fait une expérience. Et toi, Christophe, qui a managé plusieurs groupes, si tu faisais des stages, tu les faisais plutôt en altitude ou plutôt au soleil? Ben, Andrew, il peut vous D'ailleurs, raconter. c'est Hein, possible les deux, hein. je sais pas combien de fois t'as fait l'Alpe d'Huez, Andrew? Deux fois. Deux fois, ouais. Ouais, je crois que j'ai fait 2 fois. On On prenait en le a fait, vélo. on a fait là, Moi, ouais. et j'étais le seul à avoir fini, hein. Alors, les Caries, ils étaient là à monter en minibus pour monter la pente et tout. Moi, je l'ai fait tout en vélo, hein. Ouais, ils ont fait la montée du tour là. Mais en altitude, j'ai bien aimé l'Alpe d'Huez. Mais après, c'est toujours pareil, quoi. C'est une question de dosage. Il faut Ouais, mais être très. il faisait chaud quand même. Il faisait chaud quand Ouais, il même. faisait chaud, ouais, parce que c'était en août. Mais on a eu la neige la dernière année, rappelle-toi, il avait neigé. Mais moins chaud qu'à Antibes, ça c'est certain. Je pense qu'effectivement les grosses charges sont beaucoup plus contraignantes qu'une ambiance où il fait meilleur. D'entraîner quand il fait 30-35 degrés, c'est jamais évident, quoi. C'est même contre-productif, je pense. Après, quand on n'a pas le choix, on essaie de s'adapter à s'entraîner tôt le matin et tard le soir. Mais non, l'idéal, ce serait effectivement de pouvoir faire
un travail spécifique là du côté d'Angers, dans des ambiances comme ça où il fait ni trop chaud ni trop froid. Je dis Angers, mais il y a plein de bleds en France où il fait bon. Mais la chaleur n'est pas un élément qui favorise l'entraînement de haut niveau, ça c'est évident. Ok. Tiens, tu as Salim Andrew qui dit Salim Efla qui dit Andrew fait des top 1 sur Warzone avec Marco Pelin. Ça m'arrive, ouais, très souvent. Il y a Guillaume Muner qui nous dit bonjour à tous et à toutes et bon échange à tous. Salim qui dit je souhaite à Andrew de trouver un club au plus vite. Bons échanges à vous. On est ensemble. On va poser. Tac. David qui dit oui, Foch c'est quand même plus sympa que le Zénith en termes de température. Ouais, je pense, ouais. Le cadre de vie est différent, clairement. Mais à Saint-Pétersbourg, c'était vraiment pas mal, hein. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Super belle ville, je vous conseille. Ouais. C'est une ville Je magnifique. vous conseille vraiment. Et puis c'est bon l'été. Ouais, c'est vrai. C'est très très bon. Mais j'ai pas connu, donc je peux pas confirmer, mais il paraît. Il y a David qui dit Christophe, tu leur as fait faire les 21 lacets de l'Alpe d'Huez. 2 fois. Et une fois, on leur a fait faire la. Mais le pire, on était en VTT en plus, c'est ça le pire, on était en VTT. C'est même pas des vélos pour monter les montagnes là, c'est des VTT. Ouais, et puis la première année, on leur a fait faire une Via Ferrata là. Il fallait faire 300 mètres d'escalade verticale, je te dis pas. Là, on a bien rigolé. Hein. Enfin, pas tous quand même. Il y en a qui n'ont pas rigolé. Voilà, pour des trucs de cohésion, quoi, tu vois. Ah bah, c'est sûr que ça doit rassembler. Et on a Nono qu'on salue qui nous dit question à Pagé, Albici et Denis. Avec le recul, quelle importance tu donnes au travail individuel, handle, shoot, appui, par rapport au travail collectif en club? Auriez-vous fait différemment avec le recul? Maître, tu démarres? Moi, j'aurais commencé le Vas-y, Andrew. travail. Excuse-moi. J'aurais fait le travail individuel avant. Avant, parce que ça doit faire 4-5 ans vraiment où je me suis mis dedans et je pense que j'aurais fait ça avant. Mais je pense qu'avant, c'était pas vraiment pas populaire, mais je vais dire très courant de faire ça, de vraiment prendre un coach sportif, un entraîneur préparateur physique et un entraîneur personnel. C'était pas très populaire ou voilà dans les habitudes des gens et à force ça commence à arriver. Puisque après il y a aussi les moyens aussi qui sont importants. C'est vrai que quand tu as l'argent, tu peux vraiment prendre qui tu as envie et travailler avec la personne, mais je pense que j'aurais fait ça avant. Ouais. Mais sinon, le côté collectif, je pense que tu as la pré-saison avec ton club pour faire ça. T'as pas besoin de vraiment travailler ça l'été. Ok, toi-même? Moi, c'est vrai que j'ai pas forcément l'occasion l'été de faire, par exemple, des blocs, des camps avec un un skill trainer personnel, parce que j'ai pas forcément le temps avec les équipes de France. C'est vrai que j'ai pas forcément le temps, mais si jamais à l'avenir j'ai plus l'équipe de France et que j'ai 2 mois d'été ou 3 mois, c'est sûr que je pense que c'est super intéressant de travailler ça, parce que le travail individuel, mine de rien, ça demande beaucoup d'énergie. Et en saison, quand on en fait, c'est vrai que il faut être capable d'assumer ses charges d'entraînement en plus du reste des 2 matchs par semaine ou des entraînements collectifs. Et c'est vrai que l'été, au moins, on n'a pas de contraintes, on a le temps pour bosser vraiment et prendre le temps sur des choses qu'on n'a pas forcément le temps de prendre en saison. Et je pense que c'est super intéressant. Et si j'ai l'occasion de pouvoir le faire, je pense et je le ferai. Ok. Et toi, Clem, quel regard tu as par rapport à ces questions? En général, ce travail-là, il est fait dès que la saison des matchs est terminée. Donc on se remet en place avec le staff pour utiliser au mieux cette période. Donc caler le travail physique si on a vu des choses, ou on entretient directement avec les joueurs ou les joueurs. Et on intègre aussi le travail individuel là-dedans. Donc en général, il y a un mois et demi réservé qu'à ça. Il y a des créneaux, parce qu'en général aussi, surtout pour les joueuses du centre de formation, ça colle aussi avec les épreuves aussi, donc le bac, les épreuves anticipées aussi.
Donc, on a des créneaux réservés et les joueuses peuvent choisir aussi quand elles calent leur révision ou quand elles viennent s'entraîner et on essaie d'intégrer autant le travail individuel basket que physique. Ok. Lana, toi, quel regard tu as vis-à-vis de cette question? Bah, moi, c'est toujours pareil. Nous, c'était plus vraiment manque de temps et tout. Là, en plus, moi, je suis avec des collégiens, donc quand il y a le brevet, tout ça, faut pas trop non plus leur en demander parce que eux, ça leur fait déjà beaucoup. Euh, Comme disait Andrew, en plus, là, le pôle, bah, c'était la première année où il y avait quelqu'un dessus. Et c'est vrai que, comme il dit, c'est pas du tout connu. Donc, il y a ceux qui ont peur, il y a ceux qui connaissent pas et que ça intéresse pas. Il y a ceux qui pensent aussi que le mental ne joue pas du tout. Donc, je pense que c'est vrai qu'il faut déjà Il y a trouver le temps de 80%, pouvoir ouais. Ouais, il faut déjà trouver le temps de 80% des pouvoir joueurs, expliquer ce même que des c'est. professionnels, même des joueurs professionnels, il y a 80% des joueurs tu leur parles de coach mental, ils vont te rigoler au nez. Ouais, c'est ça, ils connaissent pas en fait et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'ouverture là-dessus. Après, bah, c'est à nous, quand on pratique, d'essayer de le mettre en avant, de montrer ce que ça peut apporter, mais le problème, c'est que tant qu'on pratique pas, on peut pas savoir, quoi. Ok. Et toi, Christophe? Ben, 100% basé sur le perfectionnement individuel. Encore une fois, je pense que c'est un moment important pour le joueur. C'est une période où on n'entraîne pas une équipe, où on a le souci finalement de se rendre meilleur. Le joueur doit se rendre meilleur. Donc nous, on est là pour ça. Donc moi, j'axerai. On a un petit projet avec Andrew là. D'ailleurs, Marie-Ève, tu es la bienvenue l'année prochaine sur un training camp là du côté d'Antibes. On va essayer d'organiser ça, mais le focus, il est sur le développement du joueur, même s'ils sont, je sais pas moi, 10, 12, 15, 20. C'est vraiment de développer l'individu. Donc c'est 100% sur les fondamentaux, que ça soit l'adresse, le ball handling, mais plein de choses. Là, on parle que des aspects techniques, tactiques, mais moi, j'ai le souhait de rentrer vraiment de plein pied là dans tous les aspects mentaux de la performance. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les joueurs euh, doivent absolument avoir le souci de se rendre mentalement beaucoup plus fort. Je suis ravi d'entendre Andrew, Lana, Marie-Ève nous expliquer que ça fait quelques années déjà qu'elle se penche sur la maîtrise des outils qui peuvent aider le joueur à être performant. Enfin moi j'en suis convaincu. Et d'ailleurs, on parle souvent de l'adresse. Je sais qu'Andrew, pendant des années, il était avec Nico Gétin là. C'est ça, Andrew, pour l'adresse. Tipeee d'ailleurs, il a travaillé pendant des années avec un player development là, du côté des États-Unis, mais je pense que c'est une chose qui peut s'améliorer à partir du moment où mentalement on est très fort. Il y a beaucoup de choses qui passent par le mental. Donc c'est principalement ce que je ferais. Après, je sais très bien que les joueurs, pour une notion de plaisir, et c'est une notion qu'on ne peut pas occulter non plus, ont besoin de jouer. Andrew, mardi soir à 18h, il était à Foch là avec tous ses potes là pour pouvoir jouer. Le jeu est très important, c'est la nature même de notre sport. Mais c'est pas ce qui compte sur la période estivale. Ce qui compte le plus, c'est vraiment de faire un gros focus sur les besoins de chacun, sur le physique, sur la technique, sur le mental. On n'a pas, depuis le début du live, on n'a pas du tout parlé d'alimentation. Pour moi, c'est fondamental. C'est l'essence de notre corps, l'alimentation. Et voilà. Eh bien, venons-en sur l'alimentation. Est-ce que enfin, comment on peut dire, comment organisez-vous votre alimentation justement au quotidien, en saison et hors saison, et peut-être qu'en saison et hors saison, finalement, c'est la même. Andrew? Joker, Andrew, t'as le droit. Ouais, je vais mettre mon joker. Bah non, en vrai, je fais quand même plutôt attention à ce que je mange. Après, ça m'arrive des écarts. Je ne cache pas. Par exemple, j'avais mon petit programme de tous les mercredis, avoir mon McDo. Voilà, c'est mon plaisir. Voilà. Mais sinon, je fais pas beaucoup d'écarts. Je mange plutôt assez équilibré tout le temps, tous les jours. Donc après, voilà. Après,
c'est vrai que si je veux me sentir beaucoup mieux pour aussi durer, parce que c'est aussi ça aussi, c'est important. Notre carrière, elle est courte et si on veut durer, bah, l'alimentation, ça peut aussi aider. Et je sais que si je mange beaucoup mieux, beaucoup plus sainement aussi, je peux plus durer beaucoup plus longtemps. Mais ça, c'est des choses que j'améliore de plus en plus. Ok, toi, Mep? Ben, moi, je fais pas forcément, comment dire, je fais pas forcément de régime spécifique parce que j'estime manger équilibré et manger sainement et en quantité aussi. Je suis quelqu'un qui mange beaucoup. Et en fait, je suis contente de pas faire un sport comme le judo ou comme la lutte ou tous ces sports qui doivent faire des régimes pour arriver à un poids parce que je pense que c'est quelque chose que j'arriverai pas déjà. Et, euh, et voilà, enfin, j'essaie de réduire de plus en plus. J'ai regardé Game Changer il y a pas longtemps et j'essaie de réduire le plus possible les protéines animales. Par contre, il y a des choses que je pourrais pas me passer, du style le poisson, tout ça. Je trouve que c'est important et ça fait partie des aliments que j'aime bien. Et alors, je pourrais pas vous dire si ça m'apporte vraiment parce que j'ai pas fait de prise de sang qui montre l'avant-après ou tout ça. Mais je sais que voilà, j'ai tendance à, à avoir enlevé carrément la viande rouge de mon alimentation. Mais après, j'estime manger suffisamment équilibré pour pas. Ah oui, un autre truc, moi je suis pas du tout complément alimentaire. C'est vrai qu'il y a Non. plein de choses d'entreprises, de choses qui me démarchent. Et c'est quelque chose que je n'arrive pas, quoi. Enfin, je veux dire, même une boisson post-effort, la mettre dans mon eau, j'arrive pas à boire. J'ai l'impression que je bois dégorgé, mais ça diminue pas. Enfin, c'est des choses que je n'aime pas. Donc, pour moi, l'alimentation, ça reste un plaisir. Et c'est vrai que j'arrive à, à subvenir à mes besoins sans pour autant faire de gros écarts. Donc, c'est vrai que j'ai pas forcément de régime spécifique, quoi. Ok, toi Clem, comment tu l'organises? Euh, Est-ce que ton alimentation influence sur ta préparation physique que tu proposes? oui, forcément. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que le corps, c'est l'outil de travail, donc il faut en prendre soin. Et donc forcément, prendre les bonnes habitudes sans forcément avoir de régime spécifique. Donc avoir les bonnes quantités de protéines, en eau, en nutriments importants qui sont essentiellement dans les fruits et les légumes. Euh, mais il n'y a pas spécialement et en quantité surtout, mais j'ai pas spécialement réfléchi à une méthode spécifique ou un protocole spécifique, c'est juste donner les bonnes directions, avoir le bon fonctionnement, et puis voilà, et puis la notion de plaisir aussi est importante. Donc s'autoriser un écart de temps en temps, c'est aussi bien pour aussi être bien aussi dans sa tête aussi. Donc non, il n'y a pas spécialement de recette miracle, juste avoir une alimentation saine, surtout respectée dans le temps. Et puis voilà. Ok, et toi Lana? Bah moi, je fais super attention bah parce que déjà, j'ai envie de continuer encore à jouer et comme disait Andrew, on n'est plus tout jeune. Donc, je fais super gaffe. Après, pendant l'année, ce que j'essaye de pas consommer du tout, c'est l'alcool parce qu'il n'y a rien de pire que l'alcool. Après, je fais attention toute la semaine, mais voilà, une fois par semaine, souvent pendant le week-end, voilà, les invitations, trucs comme ça. Bah, je fais un peu ce que je veux sur un repas ou un jour, voilà. Parce que je pense qu'il faut pas non plus se frustrer et que ça devienne euh, une psychose totale. Mais c'est clair qu'en fait, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai vu tellement la différence, ça m'a fait tellement de bien qu'en fait, je pourrais pas revenir comme avant à plus faire gaffe du tout, à manger vraiment n'importe quoi. Puis de toute façon, mon corps, il ne supporte plus, quoi. Dès que je fais un peu des excès et tout, je suis pas bien, j'ai mal au ventre. Mais clairement, sur les performances physiques, les blessures, tout ça, ça joue vraiment énormément. Ok, et toi Christophe? Enfin, moi, l'alimentation. Mais non, mais curieusement, je suis beaucoup plus sensible à ces choses-là maintenant que quand je faisais beaucoup plus de sport, même si j'en fais encore quand même pas mal. Mais non, mais en tout cas, c'est un sujet qui est passionnant parce que je m'y intéressais pas pendant pas mal de temps et c'est vrai que j'ai vu aussi Game Changer, tout ça là. Et j'ai lu pas mal. Puis j'ai un ami avec qui j'ai travaillé là cette année qui lui a écrit un bouquin là-dessus qui est un bouquin génialissime que j'ai acheté.
Et ça change beaucoup de choses. Alors sur la performance, c'est beaucoup plus qu'évident. On disait tout à l'heure que c'était le carburant de notre corps, mais non, c'est un sujet qui est passionnant parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point de maîtriser cet aspect-là de la vie, c'est l'alimentation, change énormément de choses sur le physique, sur le mental, sur plein de trucs, quoi. Et après, il y a aussi une question de sensibilité liée à l'environnement et des causes qui aujourd'hui, bon ben voilà, quoi, sont importantes. Mais j'essaye de faire attention quand même. De toute façon, même quand on joue plus en vieillissant, on se doit de faire attention à ce qu'on mange et ce qu'on met dans nos assiettes et voilà. Et puis d'apprendre à manger correctement. Encore une fois, je trouve ça passionnant. Je trouve que c'est important de maîtriser ces choses-là. Alors, tu as Karine qui te demande le nom du livre, donc ça, tu lui donneras tout à l'heure. Et puis Karine qui te dit également de l'eau et un peu de rhum. Le rhum sans eau. D'accord. Mais le rhum sans eau. Non, mais ouais, il faut pas. Enfin, nous, on peut se permettre encore de moins en moins, mais on peut plus se permettre que les joueurs, évidemment, de boire un canon, de se lâcher sur un repas, oui. C'est Andrew, tais-toi. mais c'était avant Andrew, ça. Mais Oh, je sais pas si c'était avant. si. Mais non, mais il faut faire attention quand même, évidemment. Il y a Karine Dans justement l'excès. il y a Karine justement qui nous dit nous mangeons de plus en plus mal à cause de notre société de consommation. Donc à prendre en compte. Et puis Clément, il y a Kevin à qui on passe le bonjour, qui dit quand on voit le physique de Clément, bien sûr que l'alimentation est bonne. J'essaie de faire Riche. attention en tout cas. Voilà. Mais pour répondre à Karine, c'est pas la société de consommation qui fait qu'on mange mal, hein. On a encore aujourd'hui, même si ça devient de plus en plus compliqué, évidemment, là c'est là où elle a raison. On peut quand même on peut aller faire des courses et puis mettre dans son caddie des choses bonnes. Enfin, moi ce soir, si je veux faire des légumes avec un poisson blanc, enfin personne va me dire non, t'as pas le droit de le faire, hein. Donc c'est un choix personnel que de bien manger. Et forcément beaucoup de volonté où quand on est à l'apéro, qu'on voit 2-3 choses passer sous le nez, il faut savoir rester raisonnable. Voilà. Ok. Alors voilà pour la question de l'alimentation. On a maintenant, est-ce que vous avez un préparateur physique Non. attitré? Non. Oui. Rien. Je suis désolée, je n'ai pas vu l'heure, mais il faut que j'y aille. Je suis super en retard. Du coup, je voulais vous remercier pour ce live et je vous dis à bientôt, j'espère. Merci à toi, à très vite. Merci. Merci Marie-Ève. Au revoir. Au revoir à tous. Ciao. Ciao. Donc pour la question suivante, son Marie-Ève, je sais qu'elle a une préparatrice physique, mais Andrew, toi par exemple, est-ce que tu as un préparateur physique ou une préparatrice physique en dehors de ton club? Oui, après j'en ai travaillé avec plusieurs, mais j'ai eu la chance de tomber sur un qui était mon ancien coéquipier et avec qui on se comprend, il sait mes besoins et ça marche très bien. Qui est Martin Galoro, qui travaille avec l'Asvel maintenant, je crois. Voilà. Ok. Toi, Clem, est-ce que tu as besoin d'un préparateur physique ou est-ce que tu te fais ta propre préparation physique? Je pense que tu as la réponse à la question. Ouais, je m'en doutais un petit peu. C'était pour essayer de voir si tu travaillais avec d'autres personnes ou si tu te faisais confiance. Je me fais confiance, mais j'aime bien aussi travailler à plusieurs, en groupe. J'arrive à m'y mettre parce que c'est quelque chose de naturel, mais le fait de le faire à plusieurs, c'est autre chose, c'est un autre contexte, c'est aussi intéressant. Ok, bah cool alors. Et toi, Lana, tu avais une préparateur physique ou une préparatrice physique? Non, moi, j'avais surtout les prépas des clubs à l'époque où je jouais un petit peu plus haut. Du coup, ces prépas-là, en fait, je les ai gardés. Et puis, comme je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui était prépa physique, prépa mentale, alimentation, je les améliore en fait avec le temps. Mais j'ai gardé cette base-là parce qu'en fait, ça me convient très bien.
Donc tant que ça fonctionne, en fait, pour l'instant, je change pas. Ok. Et toi, Christophe, est-ce que tu travailles avec un préparateur physique ou une préparatrice physique pour toi? Et sinon, est-ce que tu as quelqu'un que tu as pour tes équipes que tu manages? Non, mais moi j'ai eu la chance d'avoir un père qui est allé très loin dans le travail de recherche sur la préparation physique et c'est vrai qu'il m'a appris énormément de choses. Moi j'ai fait STAPS aussi, hein, donc et puis au travers de toutes les formations qu'on a eues pour être entraîneur, il y a beaucoup de théorie, beaucoup de pratique, donc j'ai fait ma sauce. C'était à l'époque d'Andrew Paris-Levallois. Il a expérimenté sur nous. Ouais, mais c'était des avions de chasse à l'époque en espoir. Hein. Bon, ils avaient 20 piges, donc c'est normal. Mais ouais, voilà, toute la prépa physique que je faisais quand j'étais responsable du centre de formation avec Andrew d'ailleurs, ça c'est la famille Denis ça, qui a mis tout ça sur pied. Mon père en l'occurrence et moi je m'en suis beaucoup inspiré. Alors j'ai changé 2-3 choses, mais vraiment pas beaucoup. Et après on a eu un préparateur physique qui a fait, bon évidemment, qui me tenait informé de ce qu'il voulait faire. On a beaucoup échangé sur les résultats à obtenir pour le début de la saison, durant la saison, etc. Et c'était aussi très intéressant parce que c'était quelqu'un qui, lui, envisageait la préparation physique uniquement sur le terrain. Donc il sortait jamais en fait, il n'y avait pas de piste d'athlétisme. Moi j'adore la piste d'athlétisme. T'es bien le seul. Ouais. Ouais, c'est clair, j'ai pareil. Moi j'adore les voir courir. On l'a bien vu. J'aurais dû préciser. Non, parce que je trouve, mais la piste ou autre chose, hein, on peut les amener en montagne et sur le terrain, on peut faire des choses difficiles. Ce qui est intéressant, je trouve, au-delà de développer les qualités intrinsèques de chaque joueur, je parle de la préparation physique. Ce que je trouve très très intéressant, c'est que ce sont des efforts qui sont très très durs. Alors tu vois, Andrew, quand j'étais à Rouen à l'époque en Pro A, on avait la chance de partager certaines installations avec l'équipe de hockey sur glace. À l'époque où j'étais à Rouen, ils sortaient de 12 titres d'affilée de champions de France. Donc c'est la meilleure équipe de France. J'ai vu leur préparation physique. Honnêtement, j'en croyais pas mes yeux, tellement c'était dur. Ils font des trucs parce que ce sont les paramètres physiques là, comment on dit, Clem, là, quand on fait une analyse de l'activité, hein, les facteurs de performance. Les facteurs de ce sport-là sont très très proches de ceux du basket. En termes d'explosivité, de temps d'effort, d'efforts très très brefs, de tenir tout un match, des cartons, etc. Bon, c'est très proche. Et quand je les ai vus faire, j'avais discuté avec le prépa physique et le coach il partageait un peu le même point de vue que moi, c'est qu'il disait en fait on travaille aussi beaucoup autour de la cohésion en prépa physique, surtout en pré-saison, parce qu'on amène les joueurs finalement dans un contexte où on les force finalement à rester un peu solidaires, à travailler les limites mentales, etc., d'aller au bout. Et je trouve ça très intéressant pour ça. Et la piste, bah ouais, la piste, quoi. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous donner, à votre sens, une préparation optimale pour être prêt sur tous les plans après l'été? Clem? Oula, c'est large, sur tous les plans, je vais peut-être pas pouvoir répondre. On va Après, dire, tu vois, voilà. D'un point de vue physique, déjà, c'est prendre un peu de repos. Combien de temps? Et ensuite, ça dépend vraiment de la personne, c'est vraiment individuel. Il y en a qui ont besoin de beaucoup, il y en a qui ont besoin de pas beaucoup, il y en a qui ont besoin de rester actifs même. Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment. Après, pour moi, il y a des gens qui s'entraînent tout le temps, mais juste parce qu'ils ont envie juste de jouer au basket, mais c'est pas forcément bon pour leur organisme d'avoir autant de temps de basket entre guillemets et sans jamais couper. Après, Moi, à fur et à mesure, j'étais comme ça quand j'étais jeune, j'étais comme ça un peu, où tout le temps je voulais jouer, tout le temps je voulais pas lâcher le basket. Et au fur et à mesure, bah, par exemple, les 3 mois que j'ai fait du confinement, bah, le basket m'a pas du tout manqué. Ça m'a fait un bien fou pour mieux repartir. Après, on demande de couper au niveau basket, en tout cas. Ouais. Donc, après, je ça trouve que reste c'est aussi dans mieux. la tête, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À l'époque, tu en avais envie, donc comme tu en as envie, c'est positif, donc tu ressens pas de trucs négatifs sur ton corps, en fait, parce que tu es motivé, tu es à fond, et tu vois, c'est différent aussi.
C'est vrai. Et après, j'aime bien intégrer aussi beaucoup d'autres activités, surtout pendant l'été. Donc, généralement, quand on part en vacances, ben, on fait de la rando, du vélo, beach volley. Amener ces autres sollicitations, je trouve ça hyper intéressant parce que en soi, ça développe aussi d'autres choses et ça permet aussi de se détacher un peu du basket aussi. Tu fais toi, Andrew, quand tu es en intersaison comme ça, tu fais d'autres sports ou tu es vraiment axé sur Ouais, prépa ouais, physique basket? ouais, j'aime bien par exemple faire du foot, du ping-pong, badminton, voilà, tous les trucs comme ça, même du vélo, faire des randonnées, moi j'adore faire ça. Faire de l'escalade La aussi, plongée? j'adore. La plongée? La plongée, j'adore la plongée. C'est vrai, chaque été je vais plonger quelque part. L'escalade, où j'en ai fait et incroyable. Incroyable pour travailler tout ton corps. L'escalade, c'est pas mal. Mm. C'est vraiment pas mal. Ok, toi Christophe, du coup, tu pourrais nous donner enfin, on va dire basketement parlant, puisqu'on a eu l'aspect de Clément sur le physique. Toi, basketement parlant, une préparation optimale pour être prêt après l'été? Ben, comme l'a dit Clément, je crois, c'est ça, hein, tout à l'heure. Oui. Moi, je conseille aux joueurs de cesser toute activité basket pendant 15 jours. C'est-à-dire que après le dernier match officiel, pendant 2 semaines, plus de gymnase, plus de ballon, plus rien. Et je leur conseille sur cette période-là, des 2 premières semaines, finalement, de break estival, eh ben, comme ils l'ont tous dit, Andrew, etc., c'est d'aller faire d'autres activités ludiques. Le but du jeu, c'est qu'ils soufflent. C'est vraiment de souffler. Voilà, la première phase est très importante. Il y a une deuxième phase qui est importante. 6 semaines avant le début de la pré-saison, je leur envoie un programme, Andrew le connaît par cœur, ce fameux programme sur la piste d'athlée là, un programme de 4 semaines sur le développement des capacités aérobie. Donc puissance maximale aérobie, capacité, etc. Un programme de 4 semaines que je leur demande de réaliser 6 semaines avant le début de la reprise. Donc cette année, nous, on va reprendre le 16 août. Hein, et là, ils en sont déjà à 2 semaines de travail, je crois. Là. C'est leur deuxième semaine de travail cette semaine. Voilà. Et 15 jours avant la reprise, de faire un gros focus sur la technique individuelle. Voilà. D'où l'idée du training camp en fait. Il faudrait que ça puisse correspondre. Voilà. Chronologiquement, c'est un peu comme ça que je fonctionne, sachant que on peut, surtout là, au niveau amateur, on peut finalement se retrouver avec des joueurs qui n'ont rien à faire et qui font rien de tout l'été. Mais on a beau leur envoyer les documents et leur expliquer comment ça va faire. Mais je pense que voilà, je pense grosso modo que sur 8 semaines de coupure, il faudrait idéalement que les choses puissent s'articuler comme ça. Hein, alors ça ne veut pas dire que pendant les 4 semaines de travail aérobie, on peut pas faire un peu de basket. Bien sûr qu'on peut aussi. Hein, après, il faut faire attention quand même de ne pas trop solliciter le corps et la tête. Voilà, il faut répartir les charges de travail convenablement là pendant 8 semaines. Toi, Lana, sur le plan mental, comment tu répondrais à la question? Mais moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Christophe, c'est que le fait de couper 2 semaines, surtout quand on parle de joueurs pro là, ou de haut niveau, faut vraiment que l'envie revienne au moment de reprendre. C'est-à-dire que s'ils sortent d'entraînements intensifs, qu'ils sont fatigués et tout, et qu'ils ont aucune coupure, le fait que qu'ils soient dans le négatif d'être crevé, d'être un peu au bout et tout, c'est pas bon. Donc déjà, le fait de couper, de faire autre chose, on souffle. Et puis, du coup, quand on y retourne, on est content d'y retourner parce que ça nous a quand même manqué et tout ça. Donc, je pense que c'est super important. Après, voilà, ça c'est le côté mental. Physiquement, c'est clair que les prépas, enfin moi j'ai toujours fait 6 semaines aussi. Et je trouve que c'est bien. Et puis après, l'alimentation, toujours pareil. Je pense que de toute façon, c'est les 3 facteurs essentiels, quoi. Comment on se nourrit, comment on se prépare physiquement, et puis après, comment on se vide la tête avant de repartir, quoi. Toi, en route, tu effectues une prépa en sèche ou tu gardes ta prépa physique normale comme toute la saison, quoi, tu t'entretiens pareil? Non, non, elle est un peu plus poussée l'été ou plaisir. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir le côté travail et aussi plaisir en même temps. Donc, donc
grosse charge pendant la semaine et le week-end, voilà, un peu libre, je me repose, je fais ce que j'ai envie. Et après, voilà, je travaille comme ça, en général. Et après, pour l'alimentation, elle reste toujours à peu près la même. C'est vrai que pendant les pauses où je fais vraiment rien, c'est vrai que je me permets beaucoup plus d'interdits, on va dire, pour un sportif. Mais après, dès que je reprends les entraînements, c'est vraiment, j'essaie de manger sainement et voilà. D'accord. Christophe, on a une question de Kevin qui nous demande, Kevin Chappelle de tout à l'heure, qui nous demande si c'est possible d'avoir le doc sur les 4 semaines de travail aérobie. Ouais, il faudrait que je trouve le Il va le moyen de regretter. le... C'est 50 euros. Il va le regretter. 50 euros, je vais pas aller loin avec 50 euros. Non, mais si on arrive à faire ce que l'on veut faire, Florian, à créer notre petite école et on pourra mettre des documents en ligne, mais il faudrait qu'on le fasse rapidement. Oui, bien sûr que c'est un document que je partagerai avec grand plaisir. Donc Kevin, tu as entendu, Kev, voilà, le document sera partagé. Andrew, toi, quels sont les éléments que tu développes basketball parlant pendant la trêve? Mon shoot. Et surtout des choses que, par exemple, Joe a analysé pendant que j'étais pendant la saison, que je dois améliorer pour être encore plus performant. Donc, par exemple, moi, c'était plus ma régularité au shoot et mon travail de flotteur qui est quand même important pour ma taille et pour le niveau avec où je joue, où les gars font 2m10, 2m15, donc voilà. Pour aller marquer sur eux, faut trouver des ruses, donc voilà. Donc c'est plus dans ces axes-là. Donc toi, tu es essentiellement sur travailler tes points faibles en priorité, ou tes axes Et à améliorer, quoi. le dribble, je le garde aussi, on travaille toujours le dribble. Ok. Après, le flotteur, c'est une qualité pour moi, donc c'est plus de le perfectionner, de Voilà. changer d'angle, on va dire, sur un appui, sur deux appuis, avec la planche en face, voilà. Bref, c'est des axes qu'on travaille beaucoup. Ok. Toi, Lana, tu as des joueurs ou des joueuses qui pendant l'intersaison viennent te solliciter, et si oui, c'est quoi en priorité qu'ils aimeraient travailler? Ils sollicitent plus le coach, du coup, parce que moi je coache pas, je fais juste la prépa mentale. Après, au niveau du basket, comme c'est des jeunes, il y a un peu tout à faire. Et puis là, en plus, en Bourgogne-Franche-Comté, là, le pôle Franche-Comté, c'est pas non plus un très très bon niveau en France. Donc, non, mais c'est vrai, il manque vraiment énormément de bases. Genre un lay-up main gauche, déjà, pour certains, ça peut être compliqué. Donc, ouais, c'est plus reprise de base pour ceux qui en manquent. Et puis après, ben, technique de shoot, tout ça, quoi. C'est vraiment basique, hein. Ok. Toi, Clem, il y en a forcément qui vont te solliciter et qui te sollicitent, que ce soit pendant l'année ou pendant l'intersaison. Quels sont les éléments physiques qu'ils ont envie de développer en priorité? Essentiellement les lacunes pour la période estivale. Après, en saison, le but, c'est essentiel quand même d'essayer des matchs. Donc, on se focalise plus sur les points forts. Mais quand il n'y a plus de match, on essaye justement de pallier à toutes ces lacunes. Et ça passe aussi par tout le travail d'analyse, de profilage qu'on peut faire pendant la saison, avant et puis après aussi pour essayer aussi d'avoir la trame pour la période estivale. Donc justement pour individualiser au mieux. Donc ça s'oriente essentiellement là-dessus. Ok. Et toi, Christophe, s'il y a des joueurs ou des joueuses qui te sollicitent ou qui t'ont sollicité par le passé, essentiellement c'était pour travailler les lacunes, plutôt leurs points forts ou autre chose? Oui, c'est très souvent les lacunes. Les joueurs, ils viennent te voir, te dire voilà, je suis pas très bon là-dedans. Est-ce qu'on pourrait mettre un travail spécifique en place pour que je sois moins mauvais à la reprise? Mais il y a quand même aussi des joueurs qui veulent effectivement travailler sur leurs points forts. Alors là, on bascule plus du côté du perfectionnement. Arriver à se perfectionner quand on fait un travail d'adresse par exemple, c'est réduire le temps de shoot, c'est-à-dire vu que de toute façon plus on monte de niveau et plus les défenses elles sont dans l'anticipation beaucoup plus athlétiques, donc ça va beaucoup plus vite. On s'aperçoit que certains espoirs par exemple qui sont très adroits dans le cadre du championnat de France, quand ils arrivent à l'entraînement des pros, ils arrivent plus à mettre un tir parce que c'est plus dur, ça va plus vite. Donc on essaye de travailler là-dessus. Mais très souvent, c'est une demande sur les lacunes, très très souvent.
Ok, ok. Selon le club, alors on parle souvent des joueurs, alors Andrew tout à l'heure m'a répondu par rapport à cette question, Euh, mais est-ce que coach et autres acteurs du basket, vous allez vous adapter par rapport au niveau? La question est la suivante. Selon le club dans lequel on signe, est-ce que vous allez avoir une préparation physique ou une préparation différente ou vous allez concevoir votre plan de base pour n'importe quel secteur vous allez entraîner? Donc Andrew tout à l'heure tu m'as répondu que toi tu gardais ta prépa basique. Voilà. Et est-ce que toi, Christophe, quand tu as changé de club, est-ce que tu as changé de ta préparation de base ou est-ce que tu as gardé la même pour toutes les équipes dans lesquelles tu es intervenu? Le dernier club dans lequel j'ai officié en tant que coach pro, c'était du côté de Bourg-en-Bresse et j'avais eu la chance d'avoir Fabrice Serrano comme préparateur physique. Et Fabrice est vraiment une pointure. C'est une pointure parce qu'il a été joueur de haut niveau, meneur de jeu, ce qui a plutôt tendance à me plaire d'ailleurs. Il sait de quoi il parle et puis ce qu'il met en place est tout simplement parfait. Enfin, il y a rien à redire. Donc là, il a eu carte blanche finalement pour mettre en place ce que lui il pensait être juste. Mais on a quand même beaucoup échangé au départ sur le calendrier de la saison. À l'époque, on était en Pro B, la Leaders Cup, la Coupe de France, le début du championnat, et surtout, finalement, c'est quand même ça le plus important, c'est le profil de chaque joueur. On ne fait pas une prépa physique, on prépare une équipe, mais on prépare des joueurs, on ne prépare pas une équipe. Donc il faut que la préparation soit le plus possible individualisée. C'est ça qui est délicat. Donc pour répondre à ta question, Flo, je pense qu'une prépa physique, même si elle repose sur les mêmes concepts, que ce soit sur le développement des capacités aérobies, donc tout ce que l'on va pouvoir faire, elle doit absolument tenir compte des caractéristiques de chacun des joueurs. Donc ça peut pas être la même tout le temps. Et Il faut constamment s'adapter. Et ta préparation, ta planification annuelle, est-ce que c'est la même par rapport à tous les clubs où tu es passé? Sans parler Non, forcément de prépa physique, voilà. non, avec Andro, la dernière année qu'on fait ensemble, on fait très longtemps d'ailleurs, je crois jusqu'à la mi-avril, Andro, si je dis pas de bêtises, là en Turquie. On avait fait le quart de finale en Euro Challenge. On fait 2 matchs par semaine. On fait 2 matchs par semaine jusqu'au mois d'avril, de septembre à avril. Avec la Coupe d'Europe, c'est l'année où on gagne la Coupe de France, donc en plus on a les matchs de Coupe de France jusqu'au mois de mai. Donc on peut pas planifier une saison. Déjà on planifie pas une saison. On peut pas planifier au mois d'août 10 mois de saison. On planifie par bloc. On essaye effectivement de jeter un coup d'œil sur le calendrier de la saison, mais c'est des blocs qu'on planifie. Et comme on le disait l'autre fois, Flo, on a toujours une gomme à la main et tout ce que l'on a mis sur papier, eh bien, on gomme et on s'ajuste et on s'aperçoit que ce que l'on avait prévu de faire, finalement, on arrive à le tenir. Allez, en étant très optimiste à hauteur de 50%, on est constamment en train de s'ajuster, de s'adapter, des blessés, pas des blessés, l'état de fatigue, le kiné à l'époque, Olivier qui venait me voir et qui me disait Christophe, là il faut lever un peu le pied parce que les mecs ils sont cramés, des déplacements des fois compliqués parce que voilà, donc non, on peut pas faire toujours la même chose, c'est impossible. C'est comme les systèmes de jeu, c'est pareil, on peut pas tout le temps avoir le même playbook, quoi. On est obligé de s'adapter aux joueurs que l'on a. Ok, toi Clem, quel regard tu as sur cette question? Je suis d'accord, j'ai un peu le même regard là-dessus. Il faut s'adapter forcément aux joueurs qu'on a, au calendrier aussi. Et ce qui est essentiel, c'est de communiquer avec, que ce soit entre le staff, mais aussi avec les joueurs, pour réguler au mieux justement notre planif. Ok, et toi Lana, quelle idée tu te fais de cette question? Oui, moi je pense que tu es obligé de t'adapter aux personnes que tu as. Après, je pense aussi que pour faire au mieux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faudrait que ce soit au maximum individualisé. Et je pense qu'actuellement, c'est encore le petit point noir qui reste gommé dans notre sport et je pense même dans les autres sports, mais là on parle du basket. Mais je pense que le jour où on arrivera vraiment à pallier et le collectif et l'individuel à peu près au même niveau, bah, je pense que là, les choses elles évolueront, mais vraiment super vite, quoi.
D'accord, d'accord. Question de Kevin. Selon vous, combien de membres comprendrait un staff idéal? Coach, préparateur physique, etc. Et comment répartir les responsabilités? Le coach doit-il intervenir sur les programmes de préparation des joueurs? Bah non. Bah non, le coach est coach. Bah non. Bah oui, C'est pas exactement. son rôle. C'est pas son rôle. Après, le préparateur physique peut intervenir sur les entraînements s'il voit que c'est trop long ou tout. Par exemple, on a la chance que la technologie s'améliore de plus en plus et que on arrive à avoir des outils de travail qui permettent de voir à quel moment on est optimal ou qu'on est dans le rouge. Et là, il peut réguler, entre guillemets, les entraînements du coach par rapport aux efforts qu'il nous a donné à faire. Donc ça, c'est super utile. Mais je pense que chacun a sa place et chacun doit tenir sa place. Voilà. Alors justement, par rapport à chacun doit tenir sa place, combien de membres pour vous comprendraient un staff idéal? Alors, pour moi, donc il y a en général 2 assistants, un coach, un préparateur physique, un préparateur mental qui peut intervenir de temps en temps. Je pense que ça serait idéal pour tous les clubs professionnels. Et un kiné, ou 2, voire 2, tout dépend du roster aussi que tu as. Et puis voilà, je pense que c'est très bien déjà. Déjà, d'avoir tout ça, ce serait énorme. Mais je pense que la plupart des clubs pro ont même pas la moitié, malheureusement. Et comment tu répartirais les responsabilités du coup? Bah, comme j'ai dit, euh, Le coach le coach mental, bah, Voilà, chaque métier a le sa coach spécificité. ouais, le préparateur physique fait la prépa, il peut faire les échauffements aussi. Tout dépend où il se met en accord avec le coach. De toute façon, c'est une équipe aussi, c'est une équipe dans l'équipe qui doivent travailler ensemble, qui doivent se coordonner et pour que l'équipe elle avance correctement et ensemble, tout simplement. Ok. Donc il n'y a pas vraiment de chacun doit rester à sa place et tout. Je pense que c'est une question de coordination et d'entente avec tout ce groupe qui fait que l'équipe va bien marcher. Ok, ok. Toi, Lana, du coup, tu aurais tu aurais le même nombre que Andrew par rapport au staff? Ouais, je pense que ça serait, ouais, ça serait vraiment bien de pouvoir avoir un peu de chaque truc finalement qui soit complété. Après, je pense qu'au match, c'est quand même un endroit où s'il y a déjà le coach, les assistants, le préparateur physique, je pense que ça suffit. De toute façon, la prépa mentale, elle se fait pas le jour même. Non, le jour même, on doit être focus. C'est pas là qu'on va se préparer au match, c'est le jour du match. Donc, je pense que ça, c'est plus un travail qui est fait en amont. Bon, après, en pro, c'est rare qu'un joueur dégoupille au point d'avoir besoin du préparateur mental en plein match. Je pense que c'est un autre niveau. Donc, je pense qu'il y a un travail qui peut être fait en amont sur le mental la semaine et puis le week-end vraiment réservé au coach et à la rigueur au kiné, au préparateur physique pour l'échauffement. Et puis voilà. Et donc, dans Ouais, le staff, puis pas d'intendant. si, un intendant. Hmm. Bien sûr que si, Flo, il y a un intendant, C'est pour ça il que je fait partie demandais. du staff. Il a un rôle très important Mm. d'ailleurs, l'intendant. C'est un peu la C'est ça nounou que des J'avais oublié. joueurs et du coach d'ailleurs. C'est vrai. C'est la nounou de tout le Ouais, j'ai monde. oublié. C'est vrai qu'on C'est a la oublié. nounou de tout le monde, l'intendant. Et qu'est-ce que je voulais rebondir sur ce que Lana vient de nous dire. Moi, je pense que le préparateur mental pourrait, je sais pas si c'est au conditionnel ou le jour du match, c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui sait agir sur le mental des joueurs, même pendant l'action d'ailleurs. Alors après, le problème, c'est une question d'articulation, c'est comment fonctionner. C'est ça, Euh, c'est en fonction aussi de comment ça se passe quand on commence l'année. On voit les besoins des joueurs, on voit comment ils se gèrent. Voilà, si on voit que vraiment c'est nécessaire par rapport à certains qui gèrent pas du tout mentalement, qui peuvent un peu péter un câble entre guillemets, bon bah oui, ça peut être indispensable qu'ils ouais, soient ou là ceux pendant qui le match. stressent, Voilà, ceux qui. après oui, ce qui stresse c'est avant le match. Après pendant le match, euh, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé comment faire pour trouver le moment à part à la mi-temps ou alors C'est faudrait ça. vraiment que pendant qu'il est sorti, le prendre sur le côté du terrain et tout. Après c'est à voir, je sais pas. Ça, c'est vrai que j'ai pas encore C'est trop hyper réfléchi à important, ça. tu vois, parce que très souvent, et c'est tout à fait naturel d'ailleurs
Des fois, on entend des choses qui sont complètement absurdes. On dit ouais, ce sont des professionnels, ils n'ont pas pété un câble. Ah, c'est des humains aussi. On l'entend, hein, des fois après les Ouais, matchs, il y a des partenaires qui arrivent avec leur bière, là, enfin après leur 8e bière, et ils disent ouais, ils sont payés, c'est pas normal, qu'ils soient pas motivés, etc. Ouais, Bon, bref. Mais je pense que moi, aujourd'hui, si on me donne l'opportunité de constituer un staff, je prendrais quelqu'un comme toi, Lana, comme assistant merci, coach. toi aussi. Non, mais oui, enfin, parce que le rôle d'un assistant, c'est pas forcément quelqu'un qui a le ballon sous le bras pendant les entraînements et qui dit tout le temps oui au coach. C'est pas tout le temps non plus le gars qui va faire des montages vidéo toute la semaine et qui reste dans son bureau et qui voit jamais le terrain. Un assistant coach, il peut avoir différentes missions. Et moi, je trouve que d'avoir dans son staff, parce que le coach, effectivement, il est en lien avec son meneur de jeu, il gère son match, voilà, il doit prendre des décisions, etc. Mais si pendant la rencontre, il y a un problème de perte de confiance, de stress, bon, voilà, peu importe. J'aimerais bien que dans mon dos, il y ait un assistant qui soit très très compétent et qui puisse me gérer le problème là. Si Andrew, à un moment donné, je le bench, il ressort frustré, il me dit ah, il fait chier le coach, il tape la bouteille sur le banc, etc., etc. J'aimerais bien que C'est déjà arrivé, hein. c'est déjà, Que je quelqu'un sais lui que c'est remette déjà ses arrivé. tresses en place. C'est arrivé même pire. C'est pas un exemple anodin. Mais, Ouais, c'était pas un exemple. mais justement, bon Assistant. voilà, après, on fait, c'est des erreurs, mais c'est pas de qui fait l'erreur ou pas, c'est il faut gérer cette erreur-là dans l'instant et le plus rapidement possible, parce que ce qui compte finalement, c'est de gagner. Donc moi, j'aurais aimé à ce moment-là que il y ait quelqu'un sur le banc qui, hop, tout de suite, boum, il me règle le problème en 2 phrases comme ça. Mais tu penses mais pas là où que tu as- le coach a un peu ce rôle-là ou pas pour toi? C'est difficile Oui, quand tu es en match, je pense. oui, non, mais Andrew a raison aussi. C'est vrai que le coach, très longtemps, hein, quand on voit l'ancienne génération des Beugnot, etc., très longtemps, le coach, il faisait tout, et c'était un gourou. Et il y a des coachs charismatiques comme Jean-Denis Choulet, hein, qui intervient d'ailleurs sur nos lives assez régulièrement, Et ouais. qui ont ce charisme et tout, et qui, alors lui, la méthode, mais c'est une méthode. Après, elle est scalée, mais elle fonctionne puisqu'il a eu des résultats. Ouais. Et c'est vrai que Jean-Denis, on peut pas être ami et copain avec tout le monde, mais il a toujours su manager son groupe correctement pour les faire performer, même les faire surperformer. Quand les champions de France avec Chalon, c'est pas les favoris. Donc il a réussi son truc. Mais aujourd'hui, si on est tous d'accord pour dire que c'est plus un entraîneur, mais c'est un staff qui se met qui est totalement dévoué à la réussite d'une équipe et que c'est le travail en staff qui prédomine, le coach, je pense qu'il doit jouer son rôle de manager en deux. Ouais. Pas de sophrologue ou de coach mental, etc. De manager. Pour moi, le coach, c'est un manager. C'est ce qu'on voit beaucoup en Angleterre dans le milieu du football. Les Arsène Wenger et tout, ce sont des managers. Voilà. Et pour moi, le rôle d'un coach aujourd'hui, c'est ça. Et toi, Clem, quel avis tu as? Je suis tout à fait d'accord sur la composition du staff idéal. Et comme disait Christophe, le coach a plus tendance justement à avoir ce rôle de manager. Et que ce soit les assistants, même le préparateur physique, c'est plus une ressource. J'ai tendance souvent à comparer le coach maintenant comme le capitaine du bateau, mais il a des spécialistes pour chaque compartiment. Et du coup, il les sollicite. Et après, le seul dernier décisionnaire, c'est le coach. Mais que ce soit les assistants ou même le préparateur physique, il ne va pas imposer ses décisions. Il est plus comme une ressource supplémentaire. Dire, bah voilà, moi j'ai vu ça, qu'est-ce que tu en penses? Et après, il y a des discussions à avoir et justement une régulation à avoir ou pas. Ok. On va continuer avec toi, Clem. Quelle place prend la musculation dans l'intersaison? Ça dépend du contexte encore. Ça dépend si c'est quelqu'un qui a été sensibilisé à ça ou pas. Donc quelqu'un qui est forcément au niveau, bah forcément il va en faire un peu plus parce qu'il était sensibilisé. Et il y aura les impacts recherchés avec le bon dosage. Mais quelqu'un qui n'est jamais passé sous une barre,
bah, sera peut-être régulé autrement pour avoir aussi un travail aussi efficient. Lana, toi, quand tu as été joué, est-ce que tu passais sous la barre ou est-ce que tu laissais la musculation de Oui, côté? oui, je le fais toujours. Non, pour moi, la muscu, c'est primordial dans le sens où bah, ça fait partie de la prépa physique. Enfin, dans le basket, on en a besoin. Et puis, bah, c'est devenu une habitude que j'ai gardée. Puis, bah, comme on disait tout à l'heure, on prend de l'âge et bon, bah, après, je rajoute beaucoup avec l'âge tout ce qui est proprio, tout ça, prévention des blessures, parce que forcément, ça, j'ai pas trop envie que ça m'arrive, même si on contrôle pas tout. Mais ouais, ouais, ça, je le garde. Après, j'en fais pas aussi intensément qu'avant, forcément. Bah, déjà, j'ai moins le temps et puis bon, bah, je joue plus à un niveau très intéressant. Mais, euh, mais ouais, je le garde quand même, quoi. Je pense qu'il faut continuer à s'entretenir, rester tonifié. Et puis voilà, moi, maintenant, c'est vrai que je m'axe sur la muscu 2 fois par semaine et surtout après, prévention de blessures, proprioception, tout ce qui est pour les genoux, le dos. Enfin, je fais vachement attention à ça. Ok, et toi, Christophe, tu fais un peu de musculation? J'en ai beaucoup fait pendant, mais j'avais que ça à faire en fait. C'est pas l'objectif, c'est pas de performer. Pendant le confinement, là, j'ai beaucoup fait j'ai fait un programme de course là de 7 semaines que j'ai couplé avec un programme de musculation. En fait, j'ai fait plein de petits programmes. Bref, mais c'est important que le technicien soit physiquement bien affûté, parce qu'une saison c'est long. À haut niveau en tout cas, mais même au niveau amateur. Je trouve que il, il est fondamental que quand on met le pied sur le terrain, on puisse pouvoir répondre présent tout le temps. C'est pas que dans les démonstrations des exercices, non. Je pense que on est tellement sollicité mentalement, psychologiquement, on laisse tellement d'énergie finalement à faire ce que l'on fait que si on ne prend pas soin de son corps et forcément de sa tête, au bout d'un moment, on peut le payer. Donc c'est important aussi, alors pas comme les joueurs évidemment, hein, mais c'est important quand même de physiquement travailler, que ce soit en musculation, que ce soit en course à pied, bon bref. Ah, puis je pense que c'est bien aussi de montrer l'exemple. Si on attend de nos joueurs qu'ils fassent attention à eux, leur hygiène de vie et tout, si le coach il passe ses week-ends à sortir et boire des coups, bah, forcément ça donne pas une bonne image. Moi je trouve en tant que joueuse, je sais que si mon coach il faisait ça, je me dirais ouais, il nous demande des exigences, mais lui-même il montre pas l'exemple. Alors à la rigueur qu'il le fasse sans que ça se voit ou Faut quoi, pas aller en Espagne alors, hein. mais bon, souvent ça se fait. Souvent ça se voit, ça se fait. Mais ouais, je pense que On ça est- fait partie d'exemples aussi à montrer au niveau de la Ouais, rigueur. ouais, bon, il faut savoir faire la part des choses. On peut pas demander, on peut pas demander aux techniciens d'avoir le même niveau d'exigence que les joueurs là-dessus en tout cas. Justement, un technicien n'est plus joueur. Ça veut pas dire qu'il faut l'autoriser à faire du grand n'importe quoi, mais Oui, pas c'est le clair. même niveau. Tu comprends, pas le même Mhm. niveau. On peut pas lui Oui, oui, demander de ça se je comprends. préparer l'été, Non, mais un d'être minimum, quoi. affûté, Je veux dire. un Oui, non, minimum. non, mais Après, c'est oui, ça. en termes, je suis d'accord avec toi sur l'exemplarité que l'on doit donner, Ouais, par de rapport pas au arriver, respect et tout. voilà Mm. quoi. T'arrives, oui, tu renvoies une image de quelqu'un voilà, qui considère une vie saine, quoi. Voilà, tout simplement. Mm, mm. C'est ça. Plus ou moins saine, on va dire. Faut savoir faire la fête, hein, quand même, hein. Oui, C'est non, mais là, important, on n'est pas chez les bonnes sœurs, hein. hein. J'ai Voilà, pas hein. dit ça. Voilà. Andrew, on lui a appris à faire la fête aussi, hein. Pour la première fois, c'était assez rigolo. C'est pas la Mais il y a des bonnes première formations à Cannes, hein, fois. pour ça. Et Non, toi, Andrew, la non. musculation? Ah bah c'est une grande part de mon été, hein. C'est super important. C'est super important. Tu te prépares à subir les chocs, à tenir toute une saison, voire plus. Et, euh, et puis surtout te renforcer, et puis surtout pour durer, comme j'ai dit. C'est super important. Ok, avant de terminer ce live, dernière question. Euh, on va commencer avec Christophe. Quel conseil tu pourrais donner à nos internautes pour se perfectionner durant la période d'été? Si tu devais en sortir deux conseils.
de passer beaucoup de temps dans un gymnase à travailler. Parce que voilà, ça passe par là, hein. Si vous voulez progresser, jeunes gens, vous prenez votre ballon sous le bras, vous trouvez un terrain et puis vous bossez vraiment. Quand on est jeune, on aime ça. En plus de ça, on a que ça à faire, ou presque. Mais on peut consacrer bien 4 heures par jour, de le matin, de l'après-midi, à aller sur un terrain, shooter, travailler sa dextérité, jouer avec des potes, etc. Parce que sinon, on parle pour rien, hein. Et le deuxième conseil, c'est d'essayer de s'entourer de personnes compétentes à partir du moment où on veut se perfectionner et avoir un travail de qualité. Seul, on peut pas. Donc, il faut essayer le plus possible de s'entourer d'éducateurs, d'entraîneurs, ou voire même de potes, hein, suffisamment compétents pour qu'à un moment donné, on puisse pas faire n'importe quoi. Et puis voilà, et puis tirer le bénéfice de tout ce que l'on fait pendant 2 mois d'été pour être meilleur lors du début de saison. Toi Lana, si tu avais 2 conseils à donner à nos internautes? Moi, c'est le travail, la rigueur, tout ça, ça c'est sûr. Si on bosse pas, on n'aura rien. Et surtout, prendre aussi plaisir dans ce qu'on fait. Parce que si on le fait machinalement, en se sentant obligé, ah, voilà, il y a ça, machin, la reprise, je pense que dans ce cas, il faut arrêter en fait. C'est vraiment travailler, mais prendre plaisir à travailler en se disant que voilà, il y a des objectifs, que c'est notre passion, et tant que le plaisir il est là, il n'y a pas de raison, quoi. Enfin, pour moi, ça va ensemble. Clem, 2 conseils? 2 conseils, ouais. Je vais pas être hyper original, la rigueur aussi et prendre du plaisir aussi. Et si tu en avais un 3e? Buvez une bière de temps en temps. En plus, j'allais dire ça, ouais. Maintenir l'hygiène de vie au maximum, mais pas sous la contrainte. Et toi, Andrew, 2 conseils? 2 conseils. Travail, pas rigueur, mais objectif. Voilà. Tu te donnes un objectif et tu essayes d'aller au bout de ton objectif pendant l'été. Je pense que c'est important. Donc, après, l'objectif, pour moi, ça englobe plusieurs choses, le travail, l'environnement, tout ce que tu veux faire pour aller jusqu'au bout de ton objectif. Donc voilà. Si c'est par exemple tu dois perdre du poids parce que tu trouves que tu es un peu trop costaud pour reprendre une saison, bah tu fais ce qu'il faut avant pour être bien. Voilà, c'est un exemple. Kevin, toi, tu as une phrase, je crois. T'es là, Kevin? Je crois que tu as une phrase, toi, par rapport à ça. Ah, on a perdu la régie, je crois. Il est en panique là, il essaye d'appuyer sur tous les boutons. Ah, il a mis sur tous les boutons en même temps. Respire, Kevin, respire. Et il prend son Ouais, joker. c'est Ah, bon. ça y est, on t'entend. Oui, on Ouais, on t'entend. t'entend. Ok. Ouais. Moi, je dis souvent, il faut souffrir de travail pour y arriver. Pas le sens souffrir où on va chialer, avoir mal, tout ça, mais dans le sens où si tu travailles pas, tu n'y arrives pas. Et si tu souffres pas de travail, tu n'y arrives pas. Voilà. Ça dépend, t'es pas obligé de souffrir si tu prends plaisir à souffrir. Ah. Ah ah. Ah, philosophe. Débat philosophique. Voilà. Donc, en C'était bon, moi. tout cas, voilà pour nos internautes, voilà les conseils de nos professionnels. Si vous les suivez, vous pourrez avoir une carrière similaire au leur. Voilà, donc avant de remercier tout le monde, on vous donne le live de la semaine prochaine. Alors attention, surprise, les intervenants, vous les connaîtrez simplement quand vous aurez sur SF Connexion Sport l'affiche. Voilà, donc aujourd'hui je donne aucun nom. Le thème ce sera l'arbitrage, le jeu et le coaching, les réponses aux questions que vous vous posez. Donc maintenant, imaginez-vous qui peut être présent, qui ne peut pas être présent. Et j'espère qu'en tout cas, vous serez nombreux à nous suivre. Et juste derrière ce live-là, on aura le 3-3 et le 5-5. Sont-ils compatibles? Et dernière petite information, le live du 5 août, nous serons en compagnie également de Sarah Michel. Voilà. Donc voilà pour les petites infos. Je vous remercie en tout cas à tous pour votre participation et ce moment vraiment bien sympathique et enrichissant. Et puis je vous laisse en compagnie
du teaser, et puis on se voit très bientôt. Kevin, personne n'a dit contact SF Connexion Sport pour progresser, il garde le secret. Merci à toi, Kev, à très bientôt. En tout cas, merci à tous. Merci. Salut tout le monde. Salut. Ciao, Salut, ciao.